Bonjour à tous et bienvenue sur la 11e séance de JavaScript sur les exceptions. J'aurais pu tout à fait appeler cette vidéo gestion d'erreurs ou gestion et traitement des erreurs qu'on peut retrouver avec le langage JavaScript, puisque ça concerne justement ce principe. C'est un outil qui va nous permettre d'éventuellement capturer des erreurs et de pouvoir les traiter au niveau de nos programmes. On va regarder tout ça en détail. Pas mal de choses que vous avez vues précédemment vont vous servir à la compréhension de cette nouvelle séance, et c'est une petite vidéo, on va dire, de transition avant la suite où nous allons commencer à manipuler de plus en plus d'objets de JavaScript, d'accord, avant de passer à d'autres chapitres pour continuer un petit peu sur la progression de ce cours de programmation. On bascule directement ici. Normalement, je crois que j'ai un fichier, voilà, j'ai laissé un fichier vide parce qu'il n'y a rien de précis pour le moment qu'il fallait reprendre, on va dire, des précédentes séances. Donc on va regarder ça. En termes d'erreurs, au niveau des programmes, on va avoir évidemment plusieurs erreurs qui peuvent arriver. Vous avez très certainement, et je pense que ça c'est un peu la base du genre d'erreur qu'on peut avoir, quand vous avez noté du code, quel qu'il soit, on peut très vite, on n'est pas à l'abri de laisser une erreur, d'accord, au niveau de ce qui va être noté ici, d'oublier par exemple un symbole, ou quand vous écrivez des conditions, d'oublier des parenthèses, ce genre de choses, et on va obtenir des erreurs de syntaxe, d'accord. On peut avoir également des erreurs peut-être un peu plus compliquées à suivre ou à retrouver, qui sont des erreurs de logique. Alors là, ça peut par exemple être attaché pas mal au type de données ou à d'autres éléments qui font que quand on va vouloir par exemple revérifier son code pour identifier les erreurs, ce sera encore plus compliqué, même s'il y a évidemment des outils pour nous aider à cela. Et on va avoir des erreurs aussi qui sont des erreurs d'exécution, qui ne sont pas forcément et directement rattachées à une erreur d'inattention du développeur, une erreur dans le code directement, mais tout simplement à quelque chose qui est un peu tiers. Mettons, vous voulez ouvrir un fichier, d'accord? Donc vous supposez que ce fichier existe. Le problème, c'est que si le fichier en question n'existe pas, eh bien l'ouverture du fichier ne sera pas possible. Ça peut être aussi un accès à des ressources tierces comme le réseau, ça peut être un accès disque, ça peut être voilà, un accès qui est vraiment extérieur au programme en lui-même, à une ressource, en lecture, en écriture ou n'importe quoi, qui fait que si l'opération que vous voulez effectuer de lecture d'écriture n'est pas possible, pour X ou Y raison, on aura une erreur à l'exécution, avec éventuellement le risque que ça fasse planter votre programme. Le but des exceptions, et ce que nous allons voir dans cette vidéo, va permettre de vérifier ça. C'est-à-dire plutôt que de se contenter d'écrire un code en partant du principe que tout va toujours bien se passer, qu'il ne peut jamais avoir de problème par exemple de connexion à un réseau, que tous les fichiers qu'on veut lire seront forcément existants, disponibles dans le bon format, la bonne extension, etc. Nous allons traiter les cas possibles d'erreurs qu'il peut y avoir. Alors ça ne concerne pas encore une fois les erreurs de syntaxe. Si par exemple vous écrivez une condition encore une fois et qu'au lieu de mettre des parenthèses ici, vous les oubliez et puis vous faites une condition au langage limite à la Python, comme le langage Python, en faisant je sais pas moi ce genre de choses, par exemple qui ne marcherait pas en JavaScript, parce qu'il manque les parenthèses tout simplement. Donc ça bien sûr ça va pas vous empêcher de faire ce genre d'erreur, mais ça va permettre de traiter pas mal d'erreurs d'exécution, d'accord. Le plus simple déjà, avant de voir ce que c'est de simplement comment on peut au plus simple générer une erreur. Alors, il y a évidemment pas mal de moyens finalement de le faire, et d'ailleurs on peut tout simplement, on va juste faire ça, console. Non, on va faire un document.write, non, console.log, comme ça on l'aura dans console directement, et je vais afficher par exemple data. C'est le seul code, je rappelle, en JavaScript que j'ai ici, ok. On va actualiser F5, on va directement faire analyser, inspecter, non c'est examiner l'élément, console, voilà. Et vous voyez qu'ici on a une petite erreur, reference error, d'accord, on arrive facilement à l'identifier notamment, alors déjà parce qu'au début c'est indiqué unco, qui veut dire simplement que ça n'a pas été capturé, et on a ensuite quelque chose qui termine par le terme error, il y a même une majuscule d'ailleurs à error. C'est un type, un des nombreux types qui existent en JavaScript, de type d'erreur que l'on peut avoir ici en termes d'erreur d'exécution. On a des references comme ici error, qui veut simplement dire cette variable data finalement elle n'est pas définie, c'était clairement indiqué avec ce message là, et c'est le cas, on essaye d'afficher en fait la valeur d'une variable qui n'existe pas, donc il faudrait qu'elle existe au préalable pour que ceci ne génère plus finalement d'exception, d'accord. Donc là je fais ça, j'enregistre mon fichier, j'actualise, il n'y a plus d'erreur, pas de problème, ok. Alors par contre où est-ce que ça je voulais, mais peu importe, on s'en fiche. Donc on a la valeur qui est bien affichée, et il n'y a plus d'erreur ici. On peut retrouver pas mal d'erreurs, ça peut être une erreur de type, d'accord, un type error, on aura des erreurs également plus internes, internal error, on aura des erreurs également sur, alors tout ce qui est URI, on n'en a évidemment pas encore parlé, mais c'est des types d'erreurs qu'on va pouvoir avoir, on aura des erreurs également sur tout ce qui est une évaluation d'expression, etc. Bref, tout ce qui va être en fait avec un terme suivi du terme error est un des types d'erreurs qui est au niveau de JavaScript. Tout cela, et comme on l'a déjà dit précédemment, et maintenant vous commencez à bien être habitué au niveau de ce cours JavaScript, tout est objet, d'accord, enfin, toutes les parties ici que nous avons au niveau de JavaScript sont des manipulations d'objets, et il existe tout simplement de manière native
un objet error de JavaScript. Le plus simple, pour vous montrer, ce que là vous voyez par exemple que l'erreur a été levée toute seule, hein, quand on avait fait juste ça. Alors, je ne suis pas sûr de mon fichier là. Hop. Voilà, ici. On fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu afficher une donnée. Comme elle n'est pas trouvée, et bien ici au niveau de l'interprétation, on a tout simplement une exception, c'est pour ça que c'est le titre justement de cette vidéo, qui est levée. Mais cette exception, on ne la traite jamais, d'accord? C'est-à-dire qu'il nous indique qu'il y a une erreur, mais on n'essaie pas de traiter cette erreur-là pour éventuellement faire quelque chose à partir de cette erreur générée ou autre. Donc automatiquement, on a cette erreur qui nous indique que ça n'a pas été capturé. Comment ça se passe? Que là, vous voyez, ça a été fait automatiquement, cette levée d'exception. Est-ce que nous pouvons, en tant que développeurs, lever manuellement une exception? Et on va faire ça au plus simple. Nous avons notre objet générique qui est error, qui est finalement le type d'exception, on va dire, le plus général. D'accord? C'est-à-dire que c'est assez vague, c'est une erreur. Qu'est-ce que c'est comme erreur? Une erreur de type, une erreur d'évaluation, une erreur de référence, une erreur par exemple où on a débordé par exemple de la zone ou de l'emplacement par exemple de certaines collections que nous verrons plus tard comme les tableaux. On verra ça un peu plus tard. Voilà, on ne sait pas trop, c'est error. Le plus simple pour le faire, en tout cas l'instruction pour le faire, est cette suivante. Puisqu'on parlait de lever une exception, on va utiliser le terme lever justement en anglais qui est throw, et on va dire new, et on va utiliser ici une instance, d'accord, parce qu'en fait c'est notre objet error. Voilà, et le plus simple c'est de dire je lève une erreur, mais évidemment bon, on lève rien du tout ici. Hein. On a fait quelque chose de très simple. J'actualise et voilà ce qu'on a. Vous voyez qu'on retrouve ce terme error qui est finalement la valeur la plus générique, comme je vous ai dit, la plus basique des types d'exceptions qu'on peut avoir ici en JavaScript, et on a ce message, d'accord? J'aurais pu ne pas afficher de message du tout, c'est juste qu'ici j'ai choisi d'afficher un message en plus qui permet de l'afficher directement dans la console. C'est pas mal pratique à ce niveau-là. Voilà la méthode la plus simple, d'accord? On lève une exception. Alors le but c'est pas seulement de se dire, bon c'est bien, on peut générer manuellement des exceptions, d'accord, d'afficher des erreurs, parce qu'il faut pouvoir éventuellement déjà traiter les exceptions qui peuvent être levées automatiquement, d'accord? Comment que ça va se passer? Voilà une méthode, et si vous avez déjà programmé dans d'autres langages de programmation qui gèrent les exceptions, vous n'allez honnêtement pas apprendre grand chose de nouveau pour cette petite partie-là. Ça va être vraiment grossièrement la même chose avec la même syntaxe, et c'est l'avantage. D'un langage à l'autre, c'est quand même assez rare d'avoir une syntaxe différente. On va utiliser ce qu'on appelle le bloc try-catch avec quelques petites subtilités, mais en tout cas le bloc try-catch qui est quand même un minimum à ce niveau-là. En gros, et ça c'est un conseil, c'est une recommandation pour vos développements à venir, d'accord? Quand vous savez qu'une opération, instruction, peu importe, un traitement, en fait, un bout de code peut éventuellement générer, donc lever des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a un risque en fait qu'il y ait une erreur d'exécution, c'est pas garanti à 100% que cela fonctionne, il faudra l'englober dans un bloc try. Try, comme l'indique le terme anglais, ça veut dire essayer. Essayer de faire quelque chose. Donc c'est un bloc en utilité d'accolade. Ici on met le code sensible, d'accord, le code sensible qui pourrait lever une exception, quelle qu'elle soit, hein, voilà, de n'importe quel type. Et nous allons la capturer. Rappelez-vous tout à l'heure l'erreur indiquée uncode, d'accord, le fait voilà, d'avoir ici une erreur non capturée. Alors on va reprendre cet exemple tout à l'heure. Celui où on a fait nous-mêmes manuellement une levée. Error, d'accord. Une erreur s'est produite. Pardon. Voilà. Si je me contente juste de ça, pas de levée, d'accord, on pourrait même d'ailleurs se contenter de ne pas faire de bloc catch. Enfin, JavaScript est un peu particulier là-dessus, mais voilà, c'est des cas assez particuliers. Et ici, on va capturer ce type d'erreur. Donc on va faire un catch, qui est un autre bloc. On va lui indiquer une variable qui servira à récupérer en fait l'objet error, c'est-à-dire ceci, d'accord. On veut récupérer ensuite ce qu'il aura éventuellement gardé comme information pour pouvoir travailler avec ça et les exploiter. Généralement, on utilise une variable qui s'appelle E. Voilà, on peut mettre le nom que vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler ERR si vous voulez. Voilà. Et ensuite, on fait ça, d'accord. Et ici, on traite l'erreur. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une exception qui est levée, on arrive dans le bloc catch. Qu'est-ce qui se passe si aucune exception est levée? Alors là, ça va être obligatoire, parce que je le fais manuellement. Mais mettons, on fait un code, et puis dans le scénario d'exécution, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Le bloc catch sera tout simplement ignoré. D'accord? Il n'est pas obligatoire que nous traitions en fait le contenu de ce bloc-là. C'est seulement si une exception a été levée. Là, comme je le fais manuellement, de toute façon, ça va forcément arriver à chaque fois. Et là, on peut faire le plus simple, c'est-à-dire de faire un console.log, et on peut par exemple se contenter d'afficher la variable qu'on a récupérée. J'actualise et voilà ce qu'on a. Vous voyez que par défaut, on a ce nom error, et on a comme tout à l'heure, une espèce de message. On n'a plus le uncode, d'accord, qui indiquait en fait que c'était plus capturé, puisque nous l'avons fait. Nous avons capturé.
On a également ici tout un tas d'informations qui permettent d'avoir un suivi, en fait, une trace, si on veut un petit peu, pour savoir par exemple dans quel fichier il y a eu une levée d'exception, quelle ligne, etc. On a pas mal d'informations. D'ailleurs, je pourrais très bien, à partir de cet objet, avoir accès à quelques attributs, puisque c'est un objet. Le plus simple, c'est l'attribut message. Donc c'est un point, comme d'habitude. On fait ça, et voilà. On affiche que son message. On peut afficher également, alors je ne sais pas s'il le prend en compte, parce que c'est des fois des valeurs qu'on a. Dans certains, on a un code. Voilà, undefined, donc là, c'est pas considéré. Mais on va voir par exemple stack, qui va permettre d'avoir la trace un petit peu. Voilà, vous voyez, ça nous indique le fichier en question, qui est concerné par l'erreur, la ligne, etc. Voilà, alors attention, parce que des fois, certains noms, notamment je pense à file name, et il doit y avoir normalement un line number. Voilà. Je vous les montre rapidement sans vous montrer ce que ça fait, puisque selon le navigateur, ce n'est pas forcément pris en charge. Ce ne sont pas en fait des propriétés standards pour cet objet error. Donc selon le navigateur que vous avez, par exemple, moi là ici je suis sur Firefox, alors j'ai un doute, mais sur Edge je crois que ça passe pas encore. Sur Firefox peut-être ça passe, attendez, on va tester là. Voilà, sur Firefox ça passe, j'ai pas forcément en tête exactement tous les navigateurs qui prennent en charge ou pas, mais c'est pas standard, donc évitez les file name, line number, ce n'est pas disponible partout et ça ne fonctionnera pas à tous les coups. Stack normalement, si je ne dis pas de bêtises, il fonctionne partout, et message, comme c'est, on va dire, l'information la plus générale, la plus importante qu'il y a, la plus essentielle pour ici une erreur, vous l'avez évidemment partout aussi. Voilà comment on peut traiter ça. Donc au plus simple, tout simplement, très facilement, et voilà ce qui peut se passer. Donc comment ça fonctionne dans ce genre de cas? Ça c'est, on va dire, le strict minimum à faire. Vous mettez ici une simple variable, éventuellement vous affichez la totalité de l'information de base comme ceci, et ici vous mettez votre code encore une fois à risque. Si vous savez que ce code qui est mis ici peut éventuellement lever une exception, c'est-à-dire qu'à un moment donné, automatiquement il va y avoir un throw new quelque chose, peu importe le type, et bien au moins ici vous traitez l'information. Alors là on ne fait pas grand chose, on se contente juste d'afficher l'erreur, on n'est pas en train de par exemple de faire une correction, de vérifier une information ou quoi qu'est-ce. C'est évidemment le but à la longue. Quand vous serez sur des programmes beaucoup plus poussés, le but c'est pas seulement et simplement d'afficher l'erreur. Ça n'a finalement pas trop d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe également lorsqu'il y a une exception? Vos programmes s'exécutent dans des threads, d'accord? Vous avez peut-être remarqué, si vous savez un peu comment fonctionne un processeur, vous avez différentes threads, d'accord? Des cœurs, et chaque cœur, alors ça dépend après des processeurs, peut avoir un ou deux threads, voire plus, etc. en fonction. Ces threads permettent d'exécuter plusieurs, on va dire, un programme de manière parallèle. Ne pas dire on exécute tout dans un seul thread et tout se passe finalement dans un même, on va dire, cycle, même si j'aime pas trop le terme, mais on peut avoir par exemple des traitements et des exécutions qui sont de manière parallèle. En cas d'exception, vous pouvez voir simplement que le thread où est en train d'être exécuté votre programme ici va être stoppé. Ce qui veut dire que si vous avez de la programmation parallélisée, mais ça c'est quelque chose que vous n'avez pas encore abordé au stade où vous en êtes de ce cours, ça ne va pas stopper évidemment les autres parties de votre programme qui seraient dans d'autres threads. Par contre, le thread en cours évidemment lui est stoppé. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, si vous avez une exception qui est rencontrée, le programme est stoppé. Il n'y a pas de ça continue derrière, terminé, puis genre si je fais quelque chose, voilà, on va continuer l'exécution du programme. D'accord? On stoppe le thread en cours. Il faudrait éventuellement que ça ce soit dans un autre thread pour que le thread de cette partie de programme soit stoppé et que celle-ci continue. Mais on n'en est pas là du tout, tout ce qui est asynchrone, synchrone, etc. On est loin d'en être là encore pour le moment au niveau de JavaScript. Donc sachez-le, histoire d'être bien précis avec ce langage, parce que ce n'est pas forcément le cas des autres langages, tout ne fonctionne pas pareil. Ici on parle d'interruption du thread en cours, d'accord? Voilà. Donc le but, à quoi ça sert? C'est en cas d'erreur, si ici il y a besoin de faire quelque chose, ça peut être par exemple d'afficher un message un peu plus explicite pour l'utilisateur, ça peut être de tenter de faire une autre tentative. Par exemple, on pourrait très bien refaire un try à nouveau, avec une correction par exemple dans le traitement qu'on essaie de faire, si le premier n'a pas marché. Bref, on peut évidemment imbriquer, ce ne sont que des blocs de code. Donc on peut évidemment réécrire n'importe quoi dans ces blocs. Vous pouvez faire des conditions, des boucles, définir des choses, vous pouvez créer des variables, et évidemment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La petite exception, la petite subtilité de ce bloc finalement try catch, alors je vais remettre le code minimal, voilà ici, c'est de passer par un bloc finally. Comme vous l'avez vu, il n'est pas obligatoire, mais ce bloc en fait garantit que peu importe ce qui se passe, peu importe qu'on ait le bon scénario, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le try se passe bien, ou une exception est levée et on entre dans le bloc catch, peu importe voilà le scénario, que ça se passe bien ou pas, on fera ce qui est inscrit dans le bloc finally. Donc là, je peux le mettre ici, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez, j'actualise. Alors, c'est quoi une erreur? C'est produite. Par contre, je sais pas si on a... Ouais, voilà. Il est là, OK. Et si, admettons, j'enlève ça, donc ça va pas générer d'erreur, il y a le OK également. D'accord? C'est dans les deux cas. Si certains parmi vous se posent la question de l'utilité de ce genre de bloc, c'est très simple. Admettons que vous ayez, par exemple, ouvert un fichier. D'accord? L'ouverture du fichier s'est bien passée. Et après, vous voulez faire une opération sur ce fichier qui peut éventuellement générer une erreur.
peu importe laquelle. S'il y a une erreur à ce moment-là, bah, vous n'allez pas laisser le programme s'interrompre et garder votre fichier ouvert. Par exemple, alors attention, JavaScript c'est un peu différent, mais il y a des langages où, par exemple, on ouvre des fichiers, on ferme des fichiers, etc. Il y a des histoires de flux, il faut bien respecter ça. Donc vous n'allez pas laisser les ressources finalement telles quelles, vous allez par exemple fermer un fichier qui a été ouvert. Donc ceci permet de garantir, de dire, bon, il y a un scénario où il s'est produit une erreur au moment où on a voulu exploiter le fichier qui a pu être ouvert, et dans ce cas-là, que le traitement qu'on a voulu faire sur le fichier ouvert marche ou non, on s'en fiche, on veut que dans les deux cas, dans les deux scénarios possibles, le fichier soit fermé. Donc voilà à quoi peut servir un bloc finally. C'est pour dire, finalement, quoi qu'il arrive, je veux que tu fasses au moins ces traitements-là, dans les deux cas. Donc très important, ça vous donnerait souvent usage dans certains cas précis. Donc c'est pas quelque chose qu'on rencontre très peu, mine de rien, et c'est bien de savoir que c'est une option qui existe pour cette gestion d'exception. Voilà. Écoutez, on a déjà pas mal d'informations ici. Alors il n'y a pas trop de choses encore à vous montrer. De toute façon, il y a pas mal d'informations et de parties importantes sur cette gestion d'exception. Mais on va avoir éventuellement, donc là, on a vu finally catch, etc. Ah oui, je peux vous montrer aussi, ça c'est important, tout ce qui est notamment de type d'erreur. Peut-être que vous allez vouloir vérifier l'erreur précise ou le type d'erreur précise que vous avez eu ici. Il n'y a pas de moyen, comme dans d'autres langages, par exemple, de le faire directement. C'est-à-dire que dans certains langages, on peut spécifier le type de l'erreur directement. Au niveau de JavaScript, pour faire au plus simple, vous passez tout simplement par une condition et vous pouvez directement tester. D'accord ? Alors, je ne sais pas si on avait... Est-ce que je vous l'avais montré dans une précédente séance? Est-ce qu'on l'a vu ensemble? Je ne sais plus si on l'avait vu. Je suis pas sûr, si vous avez montré... C'est pas grave. On va considérer que je vous avais jamais montré l'opérateur avant. Vous avez un opérateur qui vous permet, si vous vous souvenez déjà de typeof, d'accord, qui permet de déterminer le type d'une information. On a également, parce qu'ici on parle d'un objet, possibilité de faire, utiliser en tout cas l'opérateur instance of, d'accord, pour dire de quel type il est. Je vous ai expliqué notamment, et je vais le mettre en commentaire ici, que notre type le plus générique pour les erreurs, c'était celui-là. Mais on va également en avoir pas mal d'autres. On peut avoir ça. On peut avoir range error. On peut avoir d'ailleurs syntax error aussi. Et pas mal d'autres également. Internal error, eval error. Après, il y en a plein que vous n'allez pas voir. De toute façon, peut-être que vous ne les verrez jamais. D'autres que vous allez rencontrer de temps en temps. Enfin, ça dépendra bien sûr de cas. Je crois qu'il y en a 7 des types d'erreurs en JavaScript. Mais comme il y en a eu pas mal de quelques-uns à ajouter, etc. Parce que le langage JavaScript évolue évidemment constamment. Voilà, vous avez plusieurs types d'erreurs. Et si vous voulez par exemple vérifier que l'erreur, ou en tout cas l'exception qui a été levée, est obligatoirement de ce type-là, d'accord, type error et pas autre chose, vous pouvez faire ceci. Voilà, si E ici, enfin ERR pardon dans mon cas ici, pas E, voilà, est une instance de type error, alors je fais, voilà, ici, je traite l'information d'une certaine manière, je sais pas quoi, et on peut en faire d'autres, bien sûr, on peut faire, voilà, else if, si par exemple on a levé un autre type d'exception, genre range error, on fait autre chose, d'accord. Pourquoi on peut faire ce genre de choses? Parce que dans ce try, vous pourriez très bien, par exemple, avoir des opérations qui ne vont pas forcément lever le même type d'exception. Peut-être que vous avez plusieurs instructions qui peuvent enlever plusieurs types différents, ou peut-être que vous allez avoir, par exemple, l'appel à une fonction, d'accord? Genre vous faites l'appel à une fonction, oula, il m'a fait une autocomplétion pas belle, voilà ça, et peut-être qu'admettons, cette fonction, elle peut, selon l'endroit des traitements qu'elle est en train de faire, soit lever ce type d'exception, soit lever ce type d'exception. Donc ça permet de dire, bon, si on a eu ça, on sait à peu près, on sait par rapport à quoi s'il y a une erreur, donc on peut le traiter d'une certaine manière. Et si c'est une range error, on sait à partir de quoi cette fonction a levé ce genre d'exception, et on traite d'une autre manière. Parce qu'on va pas traiter un problème d'erreur avec un problème finalement de bord, donc de portée, enfin pas de portée, mais oui, plutôt de bord, ou de, oui, portée, ça fonctionne aussi de toute façon, au niveau par exemple du code qu'on a eu. Donc voilà, des petites choses importantes pour pouvoir, on va dire, filtrer plus correctement le type d'exception qui a été soulevé, d'accord, qui a été levé ici directement dans le try. Donc c'est pas mal à savoir quand même, ça permet, on va dire, de détailler un peu plus, de définir les choses un peu plus précisément pour que ce soit beaucoup plus clair par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on va terminer? On va terminer une petite chose. Alors je le ferai pas forcément et je le ferai plus forcément sur toutes les vidéos à venir parce que ça rajoute beaucoup de choses et que ce n'est pas forcément utile. Mais je pense que vous avez bien compris maintenant qu'il y a cette histoire de prototype en JavaScript, d'accord? C'est le langage, c'est un langage objet orienté prototype. Et vous avez vu qu'avec les derniers standards, donc ECMAScript 6, il y a cette instauration finalement des classes, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, concernant l'héritage,
vous avez vu que finalement, bon, on parle de classe, mais c'est pas comme dans les autres langages de programmation. Derrière, on a quand même toujours cette histoire de programmation orientée prototype, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, on a également de l'orienté classe. D'accord? Donc ça, je vais vous montrer plus ou moins deux manières de faire, parce que là, vous avez vu comment éventuellement lever manuellement une exception, pas de problème. Vous savez maintenant comment capturer une exception pour pouvoir traiter des erreurs, ça c'est très important. Mais vous avez peut-être aussi remarqué que en termes de type d'erreur, finalement, on n'en a pas non plus des milliers et des milliers. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vouloir gérer de manière personnalisée un certain type d'erreur. Par exemple, on pourrait très bien s'amuser à faire une zero division error. Ça peut être tout à fait un exemple. C'est d'ailleurs un type d'exception qui existe dans d'autres langages de programmation. De se dire, quand on a une division, on tente une division par 0, eh bien on lève ce genre d'exception. Alors là, au niveau de JavaScript, il traiterait ça d'une autre manière. Donc je vous laisserai éventuellement tester, d'ailleurs, ça peut être sympa. Essayez par exemple de faire une division par 0 en JavaScript et de voir un petit peu ce qui se passe à l'exécution. Ça vous permettra ça de faire un petit exercice très simple pour tester. Donc on peut tout simplement, pour n'importe quel autre programme, n'importe quoi, vouloir créer un certain type d'erreur. De dire, voilà, je veux créer un type personnalisé, un type customisé, bien précis, voilà, qui n'existe pas de manière basique en natif en JavaScript. On va pouvoir écrire ce genre de choses. La manière la plus simple de faire, d'accord, pour pas trop se prendre la tête finalement, c'est de passer par une fonction. On va garder un petit peu le système, on va rester sur du système un peu prototype, et on va pouvoir gérer ça de cette manière. Alors, comment on va noter ça? Parce que je voudrais monter une notation, vous montrer une notation un petit peu sous forme de fonction, qui est un peu, on va dire, la notation à l'ancienne, avec ECMAScript 5, c'est pour ceux qui veulent qui veulent les informations bien précises. Et après, on verra la notation en utilisant notamment le principe des classes, ce qui a été instauré par la suite avec ECMAScript 6. D'accord, on va regarder un petit peu tout ça. Ce qu'on va faire, alors est-ce qu'on va passer par ce qu'on pourrait éventuellement passer par notre objet error. D'accord, on peut tout à fait passer par ce dernier, parce qu'après tout, il est fait pour ça, et l'intérêt c'est de s'en servir. Donc on va faire ça, on va tout virer ici. On va se faire une function ici, d'accord. On va l'appeler myError, je fais un nom très très simple, parce que vous pourrez de toute façon changer par ce que vous voulez pour tester. Et on va lui passer le message, parce que ça, c'est quand même l'information minimale qu'on puisse avoir besoin concernant ici notre, finalement, type d'erreur. Alors c'est normal qu'il est un peu grisé, c'est parce que je ne m'en sers pas, c'est parfaitement normal. Ici, ce qu'on va faire, très simplement, je vais utiliser une variable pour mon erreur, je vais l'appeler comme ça par exemple. Je la mets pas en majuscule parce que c'est quelque chose qu'on va retourner directement. Je sais que vous pouvez mettre une constante en majuscule, c'est vous qui voyez. Mais ici, je peux la laisser comme ça. On va faire une new error. Je vais lui passer message puisque c'est l'élément que prend finalement cet objet error de JavaScript. D'accord, voilà. Donc je l'ai mis en const puisque on ne veut pas y toucher, on ne va pas faire de modification à ce niveau-là. On laisse tel quel. Et là, on peut éventuellement rajouter plein d'informations. C'est-à-dire que là, on va créer un objet de type error. Rappelez-vous qu'on a finalement le message, on a stack, on a... bon, ça, c'est comme j'avais dit, c'est pas disponible forcément parce que c'est pas standard partout, mais on peut éventuellement avoir line number et file name, bref, d'autres attributs comme ça, d'autres propriétés finalement. Et on peut très bien en ajouter d'autres, bien sûr, parce qu'on passe par une fonction ici. Donc vous savez maintenant qu'en JavaScript, on peut très bien, par exemple, à un moment donné, de se dire, là, par exemple, je fais ça et puis je rajoute une autre information. Vous pouvez par exemple rajouter un fichier de log par exemple. Je vais dire le log file il se trouverait à tel endroit. Alors je dis n'importe quoi mais ça peut être par exemple log et puis myerror.log. D'accord, ou n'importe quoi. Ou un exemple par exemple avec un code. Vous savez des fois vous avez dû remarquer, par exemple sur Oracle font beaucoup ça, MySQL fait beaucoup ça aussi, beaucoup de systèmes. Vous avez par exemple des fois des codes d'erreur qui sont généralement écrits en majuscules. Par exemple vous allez avoir je sais pas alors je mets n'importe quoi, initialization database, d'accord, ce genre de choses. Voilà, vous avez un code, alors ça peut être des fois un code sous forme de nombre, aussi, on peut avoir ce genre de choses-là. C'est-à-dire que par exemple de dire, tiens, ce type d'erreur, eh bien je choisis moi en tant que développeur de dire que c'est une erreur de type 310, d'accord, c'est le code de cette erreur, et terminé. Donc on ajoute toutes les infos qu'on veut, et après on fait un petit return de ça. Je rappelle qu'on est dans une fonction, donc on retourne l'information à la fin, il n'y a pas de problème. Alors le message, on peut également éventuellement le retraiter par la suite, si on veut l'avoir là, même si on l'a ici. Sinon, on aurait pu, bien évidemment, passer un message là. D'accord, même tout simplement de faire ça, et puis dire, sinon on met un message de base, le message générique. Donc je mets un texte pas utile ici, mais pour que vous compreniez un petit peu le principe. D'accord, on aurait pu faire ça comme ça. Et là, à partir d'ici, bien sûr, faire un throw new myError. Alors si je mets là par contre il ne faut pas que je mette rien ici et je vais mettre par exemple problème. Vous voyez c'est très explicite comme message mais
C'est pour illustrer. Ok, et voilà. D'accord, problème. Ça indique bien que ça n'a pas été capturé, c'est effectivement le cas, je n'ai rien capturé du tout. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut comme ça personnaliser les types d'erreurs. Ça, c'est une erreur finalement. Alors là, bon, on a ce type-là, vous voyez, myError qui n'existe pas. D'accord, ça n'existe pas de manière native en JavaScript. Nous avons créé notre propre type d'erreur, notre propre type d'exception. J'aurais pu appeler ça myException si je voulais. En JavaScript. C'est la méthode, on va dire un peu, enfin pas forcément à l'ancienne, j'aime pas ce terme parce que les gens ont souvent tendance à penser que si c'est une méthode à l'ancienne, c'est une méthode par exemple qui n'est plus forcément utilisée aujourd'hui ou qui serait obsolète. Ce qui n'est pas forcément vrai, vous l'avez bien compris dans la séance précédente concernant les prototypes en JavaScript. Même si beaucoup des fois ont tendance à dire maintenant qu'elle est classe, on aurait pu se servir du reste. Ce qui est quand même archi faux je trouve. Donc voilà, ça c'est la partie, encore une fois, cette syntaxe là. Si on veut le faire sous forme finalement de classe, on peut procéder à quelque chose d'un peu plus moderne et ça tombe bien parce que ça va vous faire réviser pas mal de choses qu'on a vues précédemment. Comme ça vous saurez si vous avez plutôt bien compris l'utilisation des classes en JavaScript, tout ce qui était l'héritage, etc., etc. Et notamment certaines choses qu'on avait vues concernant les fonctions. Ça peut être pas mal. Comment allons-nous faire ça? Je vire tout. Hop. On va créer une classe. Je vais l'appeler myError. C'est une classe donc là qui va étendre, d'accord, c'est le but de servir de l'héritage comme ça, error, et voilà. Alors d'ailleurs, j'avais oublié, je viens d'y penser, au niveau de ce que j'avais fait, là, le fameux, vous voyez quand j'ai fait tout à l'heure, attendez, je suis allé trop vite, je viens d'y penser, c'est en écrivant en classe, j'ai dit attendez, j'ai oublié un truc là, avec l'ancienne méthode. J'ai fait ça comme ça directement, mais il faudrait, au mieux même, d'ailleurs, que je puisse écrire directement un objet, c'est-à-dire qu'on puisse faire myError, même passer par, on peut passer par les exceptions et personnalisées de JavaScript. Donc custom exception.prototype. Ok. En fait, on passe par la chaîne de prototypes. J'en ai déjà parlé suffisamment dans les séances précédentes. Et à partir de là, faire un object.create. Voilà. Je rappelle que comme on se base sur ça. Il n'y a pas de problème. Je rappelle qu'on a ici une instance, donc on fait notre objet error, on lui ajoute éventuellement de manière personnalisée des informations qu'on veut là, et on ajoute ça à la chaîne de prototype. Le error qu'on a ici, on l'ajoute à ça. Donc ça, c'est un type un peu particulier, un custom exception. Vous pourrez également faire des tests, maintenant que vous connaissez ce genre de syntaxe, que ça, on l'a bien abordé aussi dans les vidéos précédentes, maintenant vous devriez connaître et savoir un peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez vérifier tout ça. Voilà, désolé, je t'en ai un petit peu vite là, mais voilà, il fallait pas oublier quand même la moitié des choses. Ok, on passe au niveau des classes. myError. Ou alors je peux mettre mySpecial, on va changer un peu de nom. Exception. Extends error. Et là, on fait finalement tout ce qu'on a eu déjà l'habitude de faire. Un petit constructor. Et on se trompe pas construct, pas comme dans la vidéo précédente où j'avais complètement bugué sur le mot parce que je n'avais pas utilisé le bon terme à cause de PHP. Ça, c'est juste qui arrive un constructor. Et à partir de là, on va pouvoir directement gérer nos éléments. Donc là, on est sur la syntaxe, encore une fois, sous forme de classe, qui est, comme vous le savez, la syntaxe de ECMAScript 6, qui est, pour le coup, certains diront plus moderne, parce qu'elle est arrivée forcément après. Comment on peut... quelle information on va pouvoir gérer? Alors, on avait tout à l'heure l'information de code. On va le mettre ici, par exemple. D'accord? On va mettre l'information code ici. On va laisser comme ça. Et on va lui passer des paramètres, finalement, variables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de paramètres on peut avoir éventuellement. Ok, est-ce que je perds personne déjà ici? Là, on va faire, comme on a un héritage, d'accord, on va construire cette exception à partir de celle-ci. On va faire appel directement à super. Super, on va lui passer les paramètres ici. D'accord? Voilà. Et après, le reste, c'est ça, this code. Ok, et on peut mettre éventuellement d'autres informations, donc on peut mettre un nom éventuellement. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi, ça peut être quand même utile, mine de rien. Je l'avais pas dit, il y avait name, mais ça peut être pas mal de mettre un nom. Un nom d'exception, pour reprendre ça. Imaginez qu'on veut le nom exact. Hop, je ne l'ai pas fait pour l'autre syntaxe, mais sachez que bien évidemment, vous pouvez le faire. Là, après, ici, vous pouvez ajouter tous les attributs que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je pense que... Est-ce qu'on rajoute autre chose? Non. J'allais dire vous poser la question, mais on n'est pas sur un live. Forcément. On va garder ça. Et... Throw new... mySpecial. Et là, alors déjà si on passerait un bon, on va pas avoir grand chose. Ça va de soi. Mais là vous voyez que Hunco mySpecial exception. Ok. Il faudrait qu'on le capture pour avoir un affichage de quelques petits trucs. Voilà, de faire ça.
catch E. De toute façon, vous avez bien vu un peu le principe. C'est histoire qu'on capture en fait, hein, l'exception qu'on a. Voilà, d'accord. Donc vous voyez max my special exception. Pas de problème. Je peux bien sûr afficher. Si je fais un e.name, hop, vous voyez, j'affiche bien le nom. Donc c'est mon attribut là, hein, je rappelle. Code, bon de toute façon, ça dépend. Donc là, par exemple, code, je dis hop, j'ai levé, hop, une erreur avec un code 301. Donc là, je peux faire e.code. Hop, on affiche le type des, le code d'erreur. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est pareil, c'est un attribut personnalisé qu'on a choisi nous-mêmes. Puis on peut retrouver bien sûr hein, les attributs de error. D'accord, ça c'est ce qu'on a hérité de notre objet error, je rappelle. Donc on peut avoir comme ça, suivre un peu une petite trace ici au niveau de l'erreur. Et d'ailleurs, pour être plus rigoureux, plutôt que de mettre ça dans log, on peut mettre ça dans error. On l'avait vu, je crois, je vous l'avais montré en tout début de course, non. Donc autant l'utiliser ici. Il est tout à fait adéquat. Voilà, pour indiquer que c'est une erreur et pas seulement un message d'information. Ok, j'espère que c'est suffisamment clair à ce niveau-là. Comme ça, vous avez une autre manière de faire. D'accord, si vous préférez, peut-être que, encore une fois, c'est une question de préférence, c'est ce que je vous avais dit précédemment. C'est pas moi qui vous dirais d'utiliser plutôt la syntaxe prototype, la syntaxe littérale, la syntaxe avec les mots-clés de classe ou d'héritage qu'on connaît beaucoup dans d'autres langages de programmation. Je vous avais dit que c'est une question de préférence, c'est vous qui voyez, et c'est vous qui verrez surtout avec votre propre expérience et quand vous serez amené à travailler sur des choses beaucoup plus conséquentes en JavaScript. Donc au moins là, je vous ai exceptionnellement remontré encore deux syntaxes possibles. Je ne le ferai pas forcément encore une fois pour chaque chose qu'on verra plus tard dans JavaScript, de vous montrer toutes les syntaxes qui existent, parce qu'imaginez que le langage, même dans 10 ans, il y aura peut-être encore 5-6 nouvelles syntaxes pour écrire les choses. Ça va commencer à faire beaucoup. En tout cas, sachez que généralement, voilà, quand il y a un cas, quand on parle encore une fois ici d'objets, n'oubliez pas toujours qu'il y a ce principe avec syntaxe prototype, qui est un peu la syntaxe, on va dire, à l'ancienne, la syntaxe historique, et on a la syntaxe maintenant plus nouvelle, qui est la syntaxe avec le système de classe, extend, etc., constructor, qui est quand même assez similaire à d'autres langages de programmation objet orienté classe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Petite parenthèse de fin, il n'y a pas d'assertion en JavaScript. Je m'adresse surtout à ceux qui programment dans d'autres langages, qui vont peut-être un jour se poser la question en disant oui, est-ce qu'on peut faire des assert, en JavaScript? Non. On peut évidemment en créer, on peut parfaitement se faire une fonction assert si on veut. Ça se résumerait au plus simple à quelque chose, je sais pas moi. Assert, on lui passerait quoi? Une condition, on lui passerait un message, un truc comme ça. Et après, en gros, voilà, si la condition n'est pas, comment dire, satisfaite, eh bien on se sert de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on fait notre message, et puis là vous mettez, j'en sais rien, vous mettez par exemple un message simple, genre erreur d'assertion, voilà, ce genre de choses. D'accord, avec une petite condition ici, le ou, on rappelle, qui dira simplement ça, s'il y a un message qui est indiqué, sinon on met ça. Comme ça, vous testez ici une condition, voilà, ça vous permettra de faire un assert, par exemple de 1, est-ce que 1 est égal en valeur et en type à 1. Toc, d'accord, voilà, s'il n'y a pas de problème, ça marche, s'il y a un problème, bon, marche pas. Si je fais 2, ouais, hop, erreur d'assertion. D'accord, donc ça, c'est pas mal quand même de savoir le faire, si vraiment vous avez besoin d'en faire, parce que vous avez l'habitude de faire des assertions dans d'autres langages, et que le fait que JavaScript ne le propose pas nativement, ça peut peut-être vous dérouter un peu, mais je vous montre comme ça, d'accord, par un outil, un système très simple, et on peut faire mieux, on peut rajouter d'autres petites choses, parce que là par exemple, je me sers pas de l'objet error, alors qu'on pourrait s'en servir, hein. Voilà, sachant qu'il existe, autant s'en servir, pourquoi pas, parce que vous avez bien vu qu'on l'a fait pour nos types customisés d'exception, on s'est servi de l'objet error. Donc vous pourriez également vous servir de l'objet error pour ça. En tout cas, voilà, petite astuce toute simple qui permet de faire des assertions en JavaScript, sachant que ce n'est pas natif. Et on va s'arrêter ici, je pense qu'on est pas mal. On continuera bien évidemment avec pas mal d'autres choses. C'était une vidéo de transition, encore une fois. C'était, je pense, beaucoup moins compliqué à assimiler pour beaucoup d'entre vous par rapport aux séances précédentes. Quand on a abordé les classes, l'héritage, ça c'était déjà... il y avait un gros paquet de choses à emmagasiner, à assimiler. Je pense quand même encore à ce stade de la formation, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas tout compris par rapport à ce qui a été expliqué précédemment. Prenez votre temps, encore une fois, n'allez pas trop vite avec tout ce qui a déjà été montré et abordé jusqu'à présent. Pour la prochaine fois, on va commencer à pas mal faire le tour d'objets qui existent en Java, parce qu'il y a énormément de JavaScript, pardon, qui existent en JavaScript, comme les chaînes, les tableaux, etc. On va aborder les collections. Et après, je pense, on devrait a priori passer à un autre chapitre, parce qu'après, avec le JavaScript, on va pouvoir en faire beaucoup plus avec tout ce qui est web. Donc, on va faire par exemple un peu sur du CSS et de l'HTML
et utiliser JavaScript là-dessus. Et voilà, on va avoir pas mal de choses avancées également, puisque là on est vraiment qu'un premier, on va dire plus ou moins chapitre de JavaScript, qui est l'utilisation brute du langage. Donc n'hésitez pas à vous exercer à faire plein de programmes de tests pour tester tout ça, voir un peu le comportement, les choses qui sont affichées, créer maintenant vos propres types d'exceptions aussi. Essayez par exemple de faire des conversions, je vous l'avais dit, la division par 0, ou d'essayer de faire des calculs ou des opérations, vous savez à coup sûr qu'il va y avoir une erreur qui va être générée, et essayez de traiter tout ça pour comprendre parfaitement comment ça fonctionne, maîtriser, entre guillemets, un minimum ce concept-là, pour avoir un code quand même le plus propre possible pour la suite. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires, je suis bien sûr disponible comme d'habitude, et n'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo, tout ça. À bientôt tout le monde, ciao.